Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Stéphane Haskell ce soir. Dans les yeux d'Electra, la rencontre de deux destins, humain et animal, sur le chemin de la résilience. Je suis heureuse de... On se tutoie. Oui, on se de tutoie, tutoyer. bien sûr. Je suis heureuse de te retrouver, Stéphane Haskell. On s'était rencontrés il y a 3 ans pour le livre Écoute. Écoute. Ouais, sur le son. L'Odyssée du son à travers notre planète. Voilà, j'étais parti à la découverte des bienfaits du son. Et là, donc on est sur le dernier livre, Ouais. aux éditions du Courrier du Livre. Electra, c'est ta chienne, et tu dis à la page 157 que tu as longtemps résisté à l'idée de mettre ton histoire en scène, peut-être par des peurs inconscientes de t'exposer, peut-être d'une orgie du narcissisme, un mélange de sous-estime et d'un sentiment de manque de légitimité. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à parler de ta chienne? En fait, c'est venu plus par... comme une évidence, en fait, finalement. C'est un jour, en fait, j'avais terminé mon livre Écoute et je pensais à d'autres projets. Et puis j'étais avec ma chienne, Electra, qui était à mes côtés, qui était en fin de vie, on va dire. Et l'éditeur me dit « Ah, mais t'as une tellement belle relation avec ta chienne, ça fait combien de temps que tu l'as ?» Et je lui dis 13 ans. Elle me dit « Mais pourquoi tu raconterais pas ton histoire avec elle ?» Et je me suis dit « Ok ». Et je me suis dit que c'était une tellement belle histoire et que tellement de gens vivent des choses tellement extraordinaires avec leurs animaux que je me suis dit pourquoi pas continuer dans la veine de ce que je faisais, c'est-à-dire témoigner. Mais je me suis dit si je le fais, j'ai un peu hésité, il faut que je le fasse avec beaucoup d'honnêteté, de vérité, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris avec le yoga en fait. Et je me suis dit ok, mais j'ai eu peur à un moment aussi parce que je me suis dit que j'allais revisiter des moments extrêmement douloureux. Et comme c'est un être que j'ai adoré, j'avais pas trop envie de... Je savais qu'en écrivant le livre, j'aurais pas envie d'arrêter le livre comme si je tenais encore à elle, tu vois, qu'elle était encore présente quand j'écrivais le livre. Et puis il y avait des passages évidemment où elle s'en va, où elle part, où j'avais pas spécialement envie de revivre ça en l'écrivant. Mais du coup, j'ai plongé là-dedans et je me suis dit ce qui est intéressant aussi derrière, c'est que grâce à cette chaîne, je me suis penché sur la communication animale. Et là, je me suis dit, ok, c'est intéressant parce que cette chaîne m'a ouvert à cette communication interespèce qui me passionne. Et donc, du coup, j'ai envie de rencontrer des communicateurs et donc de refaire un peu une espèce de quête, comme j'avais fait pour le yoga, faire la même chose, mais avec les animaux. Oui, alors cette chienne Electra, c'était une femelle de griffon cortal de 6 mois que tu as récupérée dans un chenil. Ouais. Elle a eu la toux du chenil, comme tous les chiens. Comme tous les chiens quand ils sortent qu'on récupère. Elle t'a permis de sortir de l'alcool. Alors je ne sais pas si on avait parlé de cette addiction dans les autres émissions, mais là tu te dévoiles finalement. On avait surtout parlé de tes problèmes de dos. Ouais, de dos, de douleurs chroniques. Voilà, et donc là il y avait... En fait, l'histoire, c'est que... Il y a eu un moment, c'est assez étonnant d'ailleurs, 3 mois avant de récupérer Electra, j'avais décidé d'arrêter. C'était une longue bataille que je menais depuis des années, parce que j'ai une addiction à l'alcool et aux médicaments. Et j'ai enfin, à un moment, j'en parlais dans mon premier livre, dans Respire, j'ai enfin décidé d'arrêter, donc d'être abstinent, un jour à la fois. Ça a été une décision j'ai mis à peu près 10 ans avant d'y arriver. Et le moment où je décide de faire ce saut dans l'infini, dans l'inconnu, 3 mois plus tard, c'est comme si tout l'alcool, les médicaments avaient camouflé des douleurs, des peurs, etc. Et tout a explosé. Et c'est comme ça que c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu ce qu'on appelle donc le syndrome de la queue de cheval, donc une hernie discale paralysante. Et ça a été 3 mois après avoir arrêté, et je venais de récupérer Electra. Il y a des amis qui vous disent qu'ils sont abstinents d'alcool depuis plusieurs années, qui lancent souvent cette blague. La première année d'abstinence, prends une plante. Si elle survit, tu peux prendre un animal l'année suivante. Si tu arrives à prendre soin des deux, alors tu es prêt à avoir une relation sentimentale. Ouais, ça c'est un truc assez classique. Et c'est amusant quand il me dit ça. Je dis, écoutez, moi j'ai sauté la plante, je suis allé directement à la chienne. Après, on verra pour la relation sentimentale. Mais c'est vrai que quand tu es dans cette démarche d'abstinence, tu rentres dans un mécanisme, j'allais dire, de déconstruction et de reconstruction qui fait que tu te replonges dans une espèce d'égocentrisme forcené parce qu'il n'y a que toi qui compte pour t'en sortir, parce que sinon, si tu ne fais pas gaffe à toi, tu ne peux pas t'en sortir. Et du coup, le fait d'avoir un animal et de s'en occuper m'a aidé à sortir de cet égocentrisme et surtout de ne plus être centré sur moi, sur ma douleur,
sur pauvre de moi, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Il fallait que je sorte la chienne le matin, il fallait que je lui donne à bouffer, que si elle faisait mal, je l'amenais chez le vétérinaire. Donc c'est vrai que c'est une double thérapie que j'ai eue, une thérapie exceptionnelle, parce qu'en plus il y a un lien, ce lien invisible, incroyable, qui lie l'humain et l'animal. C'est une force. Et j'ai eu cette chance, mais enfin c'est pas une chance, parce que cette chienne m'a été envoyée, parce que vraiment, 3 mois après l'avoir récupérée, je me retrouvais à l'hôpital. Et je l'ai laissée à ma tante, qui s'en occupait pendant 6 mois, avant que je puisse récupérer un peu de périmètre de marche et la récupérer. Elle a quand même permis à ce que le suicide ne se fasse pas. En fait, ça c'est après, quand je l'ai récupérée. En fait, après les opérations, moi je m'étais dit, bon, j'étais opéré, j'avais perdu quand même beaucoup, j'ai perdu la jambe droite, vraiment j'étais dans un sale état. Mais le pire, ça a été les douleurs chroniques. Et à bout de un peu plus de 4 ans de douleurs chroniques, 24 heures sur 24, il n'y avait pas un endroit où j'avais pas mal. Allongé dans mon lit, même si on me mettait dans une piscine, en rééducation, j'avais mal tout le temps. Donc j'étais surmédicamenté de morphine, de codéine, j'ai même eu une seringue avec de la kétamine. Et un jour, au bout de 4 ans, je crois, donc j'avais récupéré ma chienne, évidemment, elle était là. C'était vraiment, entre guillemets, c'est-à-dire presque, c'était la seule raison de vivre. Et un jour, j'en ai eu marre. C'est cette espèce de montée, de bouffée, de anxiété, de ras-le-bol, d'être abstinent. J'avais commencé à faire du yoga. J'ai eu un ras-le-bol de tout là, et rien ne pouvait m'arrêter. Donc j'ai préparé mon suicide avec de l'alcool, et comme j'avais à peu près tous les médicaments qui terminent en in ou en il qui existent, tellement il y a une politique antidouleur en France pour ce genre de douleur, je me dis, j'ai tout aligné sur une table, j'ai acheté de l'alcool et je me dis, on y va. Et à ce moment-là, il y a eu cette chose incroyable, j'étais assis, comme on est là tous les deux, une table basse, là j'avais tout préparé, et comme tu as vu mon chien tout à l'heure venir, elle est venue, elle s'est postée devant moi, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et c'était vraiment, le message était très clair. Et j'ai dit, ok, je vais pas me foutre en l'air, je vais rester là, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de toi. J'ai fait cette promesse. Oui, c'est une belle histoire. Il y a une belle histoire aussi, parce que plus loin dans le livre, tu rencontres les gamelles pleines. Et donc tous ces clochards qui sont dans les rues. Et l'histoire de Malibu, le chien Malibu. Ouais, ça c'est magnifique. En fait, c'était place de la République. Il y a ce jeune homme, Johan Sévère, qui est top, que j'ai rencontré un soir. Et on a dîné ensemble. J'ai fait une maraude avec eux. Et lui a créé une association qui s'appelle Gamelles Pleines, qui amène donc des croquettes et des soins vétérinaires aux chiens des sans-abri. Et les histoires sont hallucinantes, Et ça a fait écho à beaucoup de choses chez moi. Et il y a cette histoire, effectivement, avec c'est une jeune femme qui est héroïnomane, qui veut se suicider. Donc ça a fait écho à mon histoire, comme elle me la raconte. Et en fait, il y a une jeune femme qui vient et qui lui dit, mais non, viens avant de te suicider, on va sauver un chien, il est en train de se faire battre à mort. Elle sauve le chien, elle l'adopte. Et le chien devient ce que je sais, parce que moi j'ai vécu la même chose, sa raison de vivre finalement. Et le problème est que, elle vient de loin parce qu'elle est héroïnomane, donc elle décroche, elle essaie de trouver des petits boulots, elle s'occupe de son chien, mais le chien meurt. Et il y avait un arbre où elle allait dans un square, où elle allait mendier avec son chien, avec Malibu. Et elle avait gardé sa laisse. Je sais parce que j'ai fait la même chose, j'ai gardé le collier d'Electra. Et elle est allée décider de se pendre. Et elle accroche la laisse autour d'une branche de l'arbre, elle s'accroche, elle passe son cou dans le nœud, elle se pend, et la branche casse. Et après, Johan, qui l'a récupéré, il lui a dit, mais tu vois, ton chien veille encore sur toi. C'était l'endroit où vous étiez. Et en fait, il lui a redonné la mission de s'occuper d'un chien. Voilà, donc c'est vraiment la preuve tellement belle et forte que ces animaux, ils peuvent venir avec des missions. C'est ce que j'appelle à un moment dans le livre, et je sais que ça existe, le terme existe pour les enfants, on appelle ça des enfants indigos, des animaux indigos. C'est-à-dire qu'un animal indigo vient, comme l'enfant indigo, enfin l'animal indigo surtout, vient dans la vie de son humain avec une mission. Voilà, moi c'est clair qu'Electra, Electra au départ, j'avais pas spécialement envie d'avoir un chien. J'ai été conduit vers cette chienne, elle a été conduite vers moi. Et elle est venue avec une véritable mission. Et ça arrive beaucoup de gens, ça peut être des oiseaux, ça peut être plein de différents animaux. Et donc ces animaux indigos arrivent avec une mission. Et une fois que la mission est remplie, ils s'en vont. Oui, dis-moi comment tu appelles ton animal et je te dirai qui tu es. Mais bon, dans ton cas, c'est pas toi qui as trouvé le nom. Non. Mais quelque part, c'est assez marrant parce que le fait qu'elle s'appelle Electra et qu'après, beaucoup plus tard, quelques années plus tard, donc quand je m'intéresse à la communication intuitive, interespèce,
j'ai une communicatrice animale qui me dit, mais elle s'appelle Electra parce qu'elle aime bien donner un petit coup d'électricité aux gens, de réveiller elle m'a dit sa mission c'est aussi de réveiller les gens, quelque part se pencher un peu plus vers la cause animale, être plus à l'écoute des animaux. Elle n'a pas eu de petit, tu ne l'as pas fait? Non, parce qu'elle a été stérilisée, elle est née de la SPA, donc elle a été stérilisée, donc elle ne pouvait pas avoir de petit. Mais bon, la vie a fait que, après son départ, ce qui est fou quand je parlais qu'elle t'amène jusqu'au bout de ta mission, c'est que, donc j'ai fait mon film sur le yoga, qui s'appelle Debout, qui était sorti en salle en 2019, et elle est dedans. Et l'histoire est qu'elle est morte à la fin, mais toute fin du montage du film. C'est-à-dire comme si elle m'avait accompagné jusqu'à ce film, que ce film existe, et parce que j'étais en plein montage, c'était assez difficile d'ailleurs, parce que je montais des séquences où elle était dedans, et elle était morte en fait déjà. Et donc, mais elle m'a accompagné jusqu'à la fin de ce film. Oui, à un moment dans ton livre, tu dis que finalement les pauvres, ils ont plus de respect des animaux. Alors ça, c'est Johan qui dit ça, Sévère, qui dirige l'association Gamelle Pleine, qui pour lui trouve que les gens les plus démunis, c'est ceux qui ont le plus de respect, j'allais dire, de dialogue et d'interaction avec les animaux. Ça, c'est sa vision à lui. Je ne suis pas super 100% d'accord avec ça, parce que je connais des gens qui sont extraordinaires avec leurs animaux, qui respectent leurs animaux, qui ont de l'argent, tout va bien. Je ne suis pas certain, mais c'est vrai que ce qu'il veut dire, en fait, je pense, c'est que certaines personnes ont une tendance à trop avoir l'animal de compagnie comme une peluche, plutôt que comme un animal, j'allais dire, un être à part entière, avec lequel on peut communiquer, qui a un rôle, et que c'est plus un espèce de presque d'outil de représentation sociale, et qu'il y a des gens qui ont des chiens qui sont plus des peluches, qu'ils utilisent, c'est plus des chiens canapés qu'autre chose. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Une technique super à découvrir dans ton livre pour respirer en ramassant les crottes de son chien. Ah bah oui, ça c'est moi, ça m'a fait marrer, parce que c'est à une époque où je commençais à faire du yoga, effectivement. Tu vois, inspirer, bloquer ta respiration, compter jusqu'à 4, ramasser la crotte, se baisser sur les genoux avec la colonne bien droite, se relever, libérer la respiration pour ne pas sentir la merde et aller déposer le truc. C'était une comparaison à un exercice de yoga, ça me faisait marrer. Oui, aussi le fait de sortir son chien, ça nous oblige à se tenir un peu plus droit dans la rue à cause de la masse. Oui, alors ça, c'était un médecin, c'est un neurochirurgien que j'ai rencontré quand j'étais, donc après mes opérations, j'ai rencontré un neurochirurgien qui s'appelait Dr Farsi, et il m'avait raconté cette très jolie histoire d'un de ses voisins quand il habitait aux États-Unis, dans la campagne, au nord de New York, qui avait des labradors, et un jour il a perdu ses labradors et il a vu l'homme s'affaisser petit à petit, avec la colonne qui s'affaissait, parce qu'en fait quand tu as un chien, et je l'ai vu moi, quand j'allais me balader avec elle en forêt ou juste dans des parcs, en fait tu regardes où est ton chien, donc tu regardes droit devant, ta colonne droite, donc tu fais attention où tu marches, donc tu as une meilleure posture d'équilibre. Et puis souvent il tire aussi, ouais, ouais, mais c'est surtout que quand tu es dans la marche, quand tu regardes loin, oui, quand tu marches tout seul, tu marches, tu regardes tes pieds, tu regardes comme ça. Quand tu as un chien, et comme il est toujours devant toi, tu regardes loin, et donc ta colonne est équilibrée à droite. Et donc il lui avait conseillé, comme il avait commencé à s'affaisser, de reprendre un chien, et il avait repris un chien, et sa posture s'était remise de manière de droite et correcte. Alors, regarder un chien dans les yeux, est-ce qu'on doit regarder un chien dans les yeux dans un sens non, quand on lui donne un ordre, c'est ce que te dit celle qui t'aide à... Alors il y a deux choses, alors c'est amusant parce que chaque chien, quand tu... Moi, je vois maintenant avec le chien aussi que j'ai récupéré à la SPA, la Cody, qui est la même race qu'Electra, ils ont chacun leur truc. Donc, pour essayer de t'en papaouter. C'est assez marrant. Et Electra, elle, c'était le regard. C'est comme ça qu'elle m'a doué. Donc, il m'a dit, fais attention, quand tu donnes un ordre, la regarde pas, parce qu'elle va essayer de biaiser ton ordre par le regard et ta voix. Et en même temps, il y a une chose qui a été scientifiquement prouvée, et on le sait maintenant, c'est que les chiens, au cours des milliers d'années, depuis qu'on les a apprivoisés, ont développé une molécule qui s'appelle l'oxytocine, qu'on connaît bien, qui existe chez l'homme, et donc ils procurent chez l'homme une poussée d'oxytocine, qui est la molécule du bien-être, l'hormone du bien-être, qui existe quand une femme, quand une mère regarde son enfant. Donc les chiens ont développé ces techniques, un peu comme pour nous adopter, voilà, s'occuper de nous. Oui, et le fait aussi que quand on les caresse, le rythme cardiaque ralentit. Ouais, toutes ces choses-là, en fait, c'est drôle, on a commencé à domestiquer les chiens, maintenant je crois on dit 30 000 ans. Petit à petit, c'est comme s'ils s'étaient adaptés à l'être humain et eux-mêmes avaient appris à nous apprivoiser à travers leurs propres techniques. C'est amusant d'ailleurs, je trouve.
Si on descend dans le labyrinthe reptilien de notre cerveau où siège notre inconscient pour y affronter le dragon de nos peurs, on ne peut pas libérer la partie oiseau de notre âme qui est la conscience d'être et la recherche de l'envol de notre vérité tout en respectant celle des autres. Alors ça, c'est le Paul de Lapanouse qui dirige le parc de Thoiry, qui me dit cette phrase que je trouve très très belle, qui est pleine d'analogies sur, j'allais dire, la dimension spirituelle de l'animal. Et que c'est à nous de passer par notre cerveau reptilien, notre âme qui est représentée par l'oiseau, c'est-à-dire d'élever notre âme, de sortir de notre condition juste de corps physique. Et l'animal peut nous amener, c'est pour ça on dit souvent que dans le chamanisme, on a un animal totem. Moi, j'ai découvert le mien au cours d'une séance de chamanisme. Et je trouve que justement, c'est une très belle phrase qui nous montre comment c'est à nous de se libérer de notre état humain pour retrouver notre état animal, anima, donc de l'âme, et rejoindre notre condition, j'allais dire, notre éveil. Et que l'animal peut nous éveiller. Electra, quelque part, m'a fait grandir et m'a fait me rapprocher. Me dire un jour, je peux communiquer avec Electra, pour moi au départ, c'est comme quand on m'a dit tu vas faire du yoga, enfin je veux dire, t'es dingue. Et en fait, j'ai appris que les animaux ont quelque chose à nous apprendre, tous. Thoiry, est-ce que ça a réouvert après le Covid? Ouais, ça a réouvert, ouais. Ça a été une catastrophe pour les tout ce qui est parc animalier. Ils ont eu 0 subvention. Celui pour qui j'étais aussi très triste, parce que c'était très dur, c'est celui que j'ai été visiter en deuxième. C'est Gérard Bertrand qui a ce refuge magnifique qui s'appelle la Dame Blanche, en Normandie. Et j'imagine que ça a été très 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 dur. Mais il y a le parc des loups, ils ont été obligés de tuer des loups pour... Ah ouais, non, ils mais... ne pouvaient plus les nourrir. C'est horrible. Je pense que ce qui s'est passé là, ça a été... ils n'avaient plus de nourriture, ils n'avaient plus d'argent pour les nourrir. Oui, et puis les bisons aussi, ils avaient des bisons et des loups. Ah ouais, parce qu'en plus là... Alors je sais pas, bon là, le fils de Paul de Lapanouse, Edmond, a participé à l'ouverture d'un très belle réserve, qui s'appelle les parcs du Mont d'Azur, qui est au-dessus de Nice. Et ils ont des bisons, des zèbres, je ne sais pas comment ils s'en sont sortis, mais j'avais ma filleule, Alexandra, qui est partie travailler là-bas, et ils ont résisté apparemment. Et ils ont des bisons, des zèbres, des poneys sauvages, enfin l'endroit est dingue. Et heureusement, ils ont bien réussi à accuser le coup, je crois. Oui, parce qu'il n'y avait plus de visite, donc plus d'entrée d'argent. Ouais, exactement. Et ils n'avaient pas beaucoup de subventions. Paul de Lapanouse m'a dit, mais c'est fou, on n'a rien eu. Donc ils sont allés chercher dans leurs propres fonds, enfin ils sont s'endetter, enfin ça a été... Nous parlons d'Electra ce soir avec Stéphane Haskel. Dans les yeux d'Electra, la rencontre de 2 destins, humain et animal, sur le chemin de la résilience. Il y avait David Bowie qui disait que la religion est pour les gens qui ont peur de l'enfer, la spiritualité est pour les gens qui ont été en enfer. Ouais. T'es plus spirituel que religieux. Ah oui, là je suis plus... Bon, moi j'ai toujours eu un peu un problème avec la religion d'une manière générale. Je la respecte pour ceux qui ont la foi. Mais c'est vrai que moi, si j'ai découvert une forme d'intégrer comme je peux une forme de spiritualité dans ma vie, c'est parce que je suis passé par un enfer, qui a d'abord été l'enfer de l'alcool, puis l'enfer de ma condition physique, après mes opérations du dos. Et que cet enfer-là, j'ai compris un jour que pour m'en sortir, il fallait que je me tourne vers quelque chose de plus grand que moi. Après, moi, ça m'est égal, on l'appelle comme on veut. Jésus, Bouddha, Brahma, ça n'a aucune importance. Mais j'ai vraiment, et c'est plusieurs personnes qui m'ont guidé, qui m'ont dit tu peux demander de l'aide. Donc je me suis mis à prier, je me suis pris à méditer. Voilà, puis c'est ce qui m'a... J'en suis convaincu aujourd'hui. Jung disait une chose très, 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 très forte quand il essayait de traiter certaines personnes qui avaient des addictions. Et il disait, par exemple, concernant l'alcool, surtout un Américain un riche Américain qui venait dans sa clinique à Zurich, et il disait cette phrase en latin, spiritus contra spiritum, spiritueux contre spirituel. Donc une fois que tu es vide de spiritueux, il faut remplacer ce vide par quelque chose. Et donc moi j'ai compris qu'on pouvait remplacer ce vide par, j'allais dire, une dimension spirituelle, me remplir de ce que j'avais jamais eu, mais il y avait, je pense, une quête inconsciente de ça pendant des années. Ouais, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que les alcooliques, souvent, ils se remplissent de spiritueux. Donc, quelque part, c'est un manque de spirituel. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Donc, si tu enlèves un, et c'est un peu ce qui se passe, hélas, en France, c'est qu'on est mal guidé concernant les addictions, c'est que voilà, l'alcool est resté quelque chose de très convivial, il faut reconnaître un bon vin, etc. Et quand un alcoolique arrête de boire, il se retrouve souvent seul et démuni. Et donc, il faut pouvoir
le diriger vers ça, vers ce type, j'allais dire, de solution. On va revenir sur les animaux. Marguerite Yourcenar avait raison de dire que l'homme a peu de chances de cesser d'être tortionnaire pour l'homme tant qu'il continuera à apprendre sur l'animal son métier de bourreau. C'est vrai qu'on n'en est pas encore sorti tout à fait de tout ça. On va revenir sur Electra. À un moment, elle te file une toxo canis, une espèce de maladie assez chiante. Ouais. Bah ça a été très violent parce qu'en fait, c'est apparenté, j'allais dire dans la famille on va dire de Lyme, la maladie de Lyme. Et donc c'est un peu comme la toxoplasmose avec les chats, et donc ça a été terrible parce qu'en fait, elle est revenue avec des puces chez une femme chez qui je l'avais laissée, qui avait plein de chats, de chiens, etc. Et là, ça a été l'enfer, et donc je me suis battu pendant 6 ans avec cette maladie. Et ça a été difficile parce que aussi, la pauvre, je lui en voulais parce que j'étais dans une colère noire, et que moi je me sortais à peine de mes problèmes de dos, et j'étais encore assez diminué, et je me reprenais ça dans la gueule, et là j'étais vraiment en colère. Et quand on est en colère, le problème c'est que notre colère elle est souvent mal dirigée. Donc au début, j'étais tellement affaibli par cette maladie, j'ai tellement eu des traitements violents, que j'arrivais même plus à la caresser, je lui en voulais. Et j'ai mis un peu de temps à, me séparer de cette colère et essayer de trouver des solutions pour guérir. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui est terrible et qu'on peut donc attraper, c'est vraiment la maladie de Lyme, dont tout le monde parle un peu par les tiques, mais on peut l'attraper par les puces de chien aussi, etc. Donc ça, il faut faire gaffe. Oui, il faut faire gaffe. Les puces de chat aussi, peut-être. Peut-être. Ça m'a rappelé un livre que j'avais lu quand j'étais très jeune de Guy Descartes. Je ne sais plus si ça s'appelait La lépreuse, c'est peut-être pas le titre, mais le tout début du livre, la fille apprend qu'elle a la lèpre, qui a été donnée par son chat, et elle égorge son chat dans sa salle de bain. Et ça m'avait retourné. C'est terrible. Parce qu'elle était tellement en colère. C'est ça. C'est difficile, on est prêt on veut trouver un coupable, on veut tout le temps trouver un coupable. Il n'y avait plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Et donc là, il a fallu que je reconnecte avec Electra, tu vois, en disant, c'est pas la pauvre, évidemment, c'est pas de sa faute, mais on est tellement en colère, tellement en souffrance, qu'on a besoin d'un coupable. Enfin, c'est terrible. Ouais, mais ça s'est pas passé pour toi, heureusement. Ouais. Alors, on va parler de la maladie. La maladie, donc, Electra a une maladie en dehors de... Je sais plus ce qu'elle avait, un problème rénal. Alors en fait, je sais pas, c'était un jour donc chez cette amie, où je la laisse souvent à la campagne, et je pense qu'elle a dû boire dans une flaque pourrie, tu vois. Et il y avait donc une espèce d'infection, de poison, et en fait elle a une infection rénale, une insuffisance rénale chronique. Et généralement les animaux, quand on la transporte à la clinique, le vétérinaire me dit, écoute, pas beaucoup de chance qu'elle s'en sorte à ce niveau-là. Puis elle avait 9 ans déjà, donc elle était déjà un peu plus fatiguée, et puis elle avait déjà eu des petits problèmes de santé. Et là, elle me dit, prends-la 3 jours et dis-lui au revoir. Et en fait, dans ces 3 jours-là, je sais pas comment, c'est des choses qu'on n'explique pas. Je me dis, non, elle va pas, c'est pas le moment. Je me dis, c'est pas le moment, elle va pas mourir, pas maintenant. Puis je le disais dans ses yeux aussi qu'elle n'était pas prête à partir et qu'elle voulait qu'on se batte. Et on s'est battu. Et au bout de 15 jours, j'étais explosé de fatigue parce que je devais faire les intraveineuses. Toutes les 4 heures, je me réveillais dans la nuit, je retournais à la clinique, je la ramenais. Enfin, ça a été vraiment pénible. J'étais au bout du rouleau, mais le vétérinaire était sur le cul. Elle est revenue. Et j'ai eu 4 ans, j'allais dire, de bonus avec elle. Oui, donc après, c'est qu'un bonus, après ça s'arrête. Lâcher trop tôt, mais ne pas s'accrocher. C'est là où c'est difficile, parce que c'est nous qui prenons la décision. Et... ça, c'est plus tard, évidemment. Ça, c'était... Là, à ce moment-là, il y avait un choix à faire. Est-ce qu'on s'accroche et on donne tout, ou est-ce qu'on lâche et on dit, ok, le vétérinaire a raison et il faut la faire euthanasier. Et en fait, ça, c'est un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, La dernière leçon, de Mitch Albom, qui est l'histoire de ce professeur dans une université américaine qui meurt de la maladie de Charcot, et il a un de ses anciens étudiants qui vient lui rendre visite tous les mardis, et le titre en anglais c'est Tuesdays with Maury, c'est magnifique, et il lui dit cette phrase justement en disant, dans la vie c'est cette juste balance qui n'est pas toujours facile, et autant donc à ce moment-là j'ai cette intuition que j'écoute qu'elle n'est pas prête à mourir et qu'on va se battre, et j'ai eu raison parce que les 4 ans que j'ai eu c'était extraordinaire, on a pu quand même continuer à avoir cette histoire d'amour. Et quand il a fallu, 4 ans plus tard, l'euthanasier,
Là, il fallait le faire dans le sens inverse et se rendre à l'évidence, parce qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas, évidemment, ce qui est normal pour tout le monde, qui ne voulait pas la laisser partir. Et puis c'est l'ego aussi. Il dit, moi je veux pas, j'avais personne dans ma vie à l'époque, je voulais pas la laisser partir, je voulais qu'elle reste à mes côtés pour toujours. Et c'est une décision, je trouve, pour les milliers de personnes qui ont dû prendre cette décision et qui la prennent encore aujourd'hui, je trouve ça atroce. Et en même temps, on était ici, tu vois, dans cet appartement, et j'ai hésité à le faire chez le vétérinaire. Et la femme qui m'avait justement dirigé pour l'adopter, je l'appelle en larmes, et je lui dis, je peux pas. Elle me dit, mais ramène-la chez toi, fais-le là où elle est bien. Ouais. Et je dis oui, et puis comme toujours dans l'ego, je me dis, mais non, je pourrais pas, je me rappellerai toujours où elle est, je pourrais pas vivre. Et en fait, bon, elle m'a convaincu, elle a eu raison, et donc je l'ai ramenée ici, et la pauvre, elle était toute maigre, elle était en hypothermie, donc je l'ai mise sur son petit coussin, je me suis allongé à côté d'elle, et elle tremblait. Et à un moment, c'était une communicatrice qui m'avait communiqué avec elle, elle m'avait dit, Electra, elle m'a dit, tu verras le moment où c'est le moment, tu sentiras de ton plexus une énergie qui part. Et c'est le moment où il faut le laisser partir. Et j'ai senti ça. Et donc j'ai appelé le SOS Veto à domicile, Veto à Dom, là, qui sont super. Hein, ça, je vous le dis. Les mecs, ils ont été... Le type est venu à 6h du matin. Oui, ils sont très bien. C'est même mieux que de le faire en cabinet. Et voilà. Donc ça a été fait là. J'ai pas pu habiter ici pendant plusieurs semaines. Et voilà. Et ils l'ont emmené. Et j'ai récupéré les cendres. Et je l'ai enterré. Mais t'es pas resté quand ils ont fait la piqûre? Je suis resté quand ils l'ont endormi. Et après, je voulais pas l'avoir partir dans un sac. Ouais, de toute façon, c'est compliqué. Ouais, bon, après, je pense que chacun a son... Face à la douleur, c'est ce que je dis, face à la douleur d'un être cher, qu'il soit animal ou humain, on a tous nos... Donc elle est là. Ah ouais. Mais elle est encore là, je peux te dire, elle est encore là. À mon avis, elle doit accompagner encore un petit peu le livre. Et j'ai une communicatrice à la fin, là, Laurence du Gafermont, qui me disait à un moment, elle est encore là, faudra que tu fasses l'exercice de lui dire, ok, maintenant ouais, mais ça, s'ils nous embêtent à nous dire ça, de quoi ils se mêlent, tous ces gens. Franchement, de quoi ils se mêlent. Donc pour le moment, elle est là, je pense qu'elle va... C'est important d'en parler. Voilà, je veux dire, est-ce qu'on doit vraiment se débarrasser parce que moi, je pense que de toute façon, même si elle est là, la tienne ou moi, mes animaux morts, ils sont aussi bien de l'autre côté. Donc, je pense pas que le fait de les libérer de nous, ça leur donne plus de... Non, je pense que ce qu'elle disait, enfin moi c'est ce que je me dis, maintenant je pense qu'on a chacun nos systèmes de croyance. Elle me disait qu'à un moment donné, elle est là, parce qu'elle est toujours là, et tu la retiens, et à un moment, pour qu'elle aille vers la lumière, tu peux lui... Alors, écoute, moi j'ai pas de... Elle y est dans la lumière. Voilà, donc écoute, pour le moment je pense qu'elle est là. Franchement, qu'est-ce que ça peut faire? Elle est encore un peu là, elle m'accompagne... Elle accompagne sur le chemin du livre qui vient de sortir. Ouais. Donc c'est ça, moi ça me gêne toujours quand on me dit de se débarrasser des gens. Parce que c'est ça, on nous demande de les libérer. Bon, je pense qu'il y a chacun son truc. Ouais. Je l'ai encore dans mes rêves, tu vois, elle est encore présente dans mes rêves. Donc il y a des moments où Et quand tu l'as dans tes rêves, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court dans les bois? Non, elle est très présente, elle est vraiment encore comme un guide. Je me rappelle, j'ai pas de rêve là, donc je me rappelle, mais je sais que j'ai eu, là, les 2 derniers mois, j'ai fait 2 ou 3 rêves avec elle, où elle était encore présente. Donc c'était assez fort. Après, on peut dire ce qu'on veut, que c'est un truc de subconscient ou pas, mais moi je suis sûr qu'elle est, voilà, c'est une présence assez étonnante toujours. Bon, en tous les cas, on attend qu'il y ait des douleurs et des gémissements pour commencer à se dire que finalement, ça serait bien quand même de les libérer de la souffrance. C'est souvent comme ça que ça se termine. Et c'est bien de faire l'euthanasie. À domicile. Hein. Ouais, alors leur vie est courte, hein, c'est embêtant. Ben voilà. C'est ce que disait. Ils ont les vies si courtes que ça. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils ne nous accompagnent pas jusqu'au bout? Je sais pas, je sais pas du tout. C'est donc dans le livre, je sais plus parce que j'en parle, c'est Roger Grenier qui avait écrit un très joli livre, qui avait eu le prix 30 millions d'amis, qui Les larmes d'Ulysse, où il dit c'est le drame de nous êtres humains d'avoir des animaux, c'est qu'ils ont une vie plus courte que la nôtre. Et c'est assez beau, c'est tellement vrai en plus. Parce qu'une fois que ton chien part, tu dis quelle douleur, bah oui. Et il rajoute sa brièveté, la brièveté de la vie des chiens, fait que nous ne pouvons pas ne pas songer à la mort. Voilà. Ils sont là pour nous finalement nous préparer à notre propre mort. À notre propre mort, ouais, absolument. Nous montrer en même temps notre finalité d'être humain et notre éternité d'âme.
Et c'est ça qui est assez beau, parce que moi je me dis, il y a un très beau film que j'adore, un de mes films fétiches, c'est un film qui s'appelle Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Ouais. Et il va à un moment, Le livre et était ouais, bien. le livre était magnifique. Et il retourne, bah, il va, dans toute l'histoire, il meurt aussi, sa femme est morte, ses enfants dans un accident, etc. Puis il part à ce qu'on pourrait appeler comme on veut, c'est pas le paradis, mais une autre dimension. Et il revoit son chien. Et il parle avec son chien, et son chien est là. Et moi je me dis, bon, j'ai plein de gens, je sais, j'en ai parlé avec plein de gens qui n'osent pas tout le temps le dire. Voilà, quand ça sera, on sera dans, on va dire, on l'appelle comme on veut, on s'en fout, l'autre dimension. Electra sera là. Et elle me donnera sûrement d'autres messages que j'ai pas pu franchement comprendre voilà, dans cette vie-là. Faut pas qu'ils soient jaloux là-haut, hein, parce que quand il y a des chiens, des chats, il y a du monde là-haut. Hein. Oh putain. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Voilà, meute? et puis lui là, il y a lui maintenant, il y a Cody. Donc ça va être drôle, ça va faire du monde. Puis c'est vrai que quand elle est partie après, tu te dis ouais, plus jamais, c'est trop douloureux. Les gens qui disent là, un chien, enfin une chienne ou un chat ou autre, c'est vraiment du chagrin sur pattes. Plus jamais ça, on dit. Plus jamais ça. Moi, la douleur, elle est encore présente. Ouais, moi aussi. 3 ans plus tard, elle est extrêmement présente. Et puis, et j'ai fait attention parce que bon, à un moment, effectivement, beaucoup de mes amis m'ont dit, toi, sans chien, c'est pas possible. Je dis, ouais, non, ça fait chier de sortir le matin, puis les vacances, je peux faire ce que je veux. Là, je sais que je veux faire un truc, je peux pas y aller parce qu'il faut que je m'occupe de lui. Tu vois, il y a des moments où je râle. Comme j'ai râlé avec Electra, merde, pourquoi j'ai pris un chien, quel emmerdeur. Lui, il a attaqué un chien l'autre jour, quel emmerdeur. Enfin, tu vois, bon, les trucs du quotidien. Et en même temps, j'ai cherché, tu vois, sur Internet. À un moment, je me suis dit, effectivement, puis mes amis me disaient, Steph, toi, sans chien, c'est pas pareil, c'est pas possible, etc. Donc, je cherche. J'ai eu différentes races, parce que maintenant, bon, c'est par Internet. Et puis c'est drôle parce que je revenais tout le temps sur des griffons Cortal. Donc j'ai vu une portée de griffons Cortal près de La Rochelle, j'ai appelé. Et puis je suis tombé sur la photo je passe la moitié du temps là près de Moret-sur-Loing, à 10 km sous Fontainebleau, parce que j'ai besoin de nature. Et j'ai trouvé une petite maison là où je vais la moitié du temps. Et je regarde quand même les photos et je tombe sur la photo de Cody. Alors je vois sa bouille et je me dis c'est pas possible, quoi. C'est Electra, quoi. Elle a la même tronche, c'est un petit mec. Et là, j'ai craqué. Alors au départ, je me suis dit non, parce que j'avais travaillé avec une communicatrice animale, Corinne Dupéra. J'avais envoyé la photo, elle m'a dit, le prends pas. Il est beaucoup trop nerveux, beaucoup trop fou, avec des problèmes que j'ai toujours de dos, etc. Et la maladie de Lyme qui m'avait quand même bien mise à terre, il va t'épuiser. Et elle m'a dit, le prends pas. Et finalement, j'ai craqué. Et je pense qu'une partie de moi, en voyant sa tronche aussi de griffon Cortal, avait envie de répéter l'histoire, ce qui est une erreur. Et puis je suis allé le chercher, il m'a fait l'enfer pendant 1 an. Mais l'enfer. Il était jeune. Il avait 1 an et demi. Oui, c'est très... Oh là là. Et finalement, tu vois, donc j'ai travaillé avec des comportementalistes, donc très éducation, très en douceur, on va dire. Et en fait, ce chien, j'ai rencontré un autre dresseur qui l'a pris à la dure. Oui, parce que tu avais déjà fait un travail avec la première, avec des comportementalistes, donc tu devais savoir. Ouais, mais Electra a été une chienne, on a fait, je crois, 2 séances et c'était plié. Elle marchait sans laisse. Donc, si tu veux, il y avait... Lui, c'était... C'est un chasseur. Ouais, mais elle aussi. Mais elle avait ce côté, si tu veux, très douce, très pacificatrice, très... Elle est venue à ce moment-là dans ma vie où je pouvais à peine marcher 50 mètres, donc il y avait une raison. Et lui, par contre, c'était un dingue, c'est-à-dire que je partais en balade, je le perdais pendant 2 heures, je l'ai revu revenir avec des coqs de la basse-cour des fermiers d'à côté, enfin, il m'a fait l'enfer. Et je me suis fait un deal en me disant 1 an. 1 an, sinon après je serai obligé, je peux pas le garder, parce que je suis la moitié du temps un peu à Paris, puis bon, l'autre moitié à Fontainebleau. Je me suis dit, sinon je vais le donner à quelqu'un qui vit à la campagne, c'est pas grave, enfin voilà, il sera heureux, peut-être plus heureux à la campagne. Et puis j'ai rencontré ce dresseur, on a fait un dresseur à la dure, mais vraiment, on n'a pas tapé ni rien, mais waouh, ça y allait quoi. Ouais, là, il a senti lui. Et en fait, il avait besoin d'autorité, d'être ancré ce chien, et d'avoir quelqu'un, un mâle alpha, qui prenne le lead et qui dise c'est comme ça. Et du coup, ça a forgé un lien qu'on a encore, là je suis rentré sage encore là, le week-end prochain, mais on a un lien maintenant qui s'est fait, il s'est calmé, bon l'âge aussi, mais du coup il devient, on a un beau lien maintenant. Et il a quoi, 4 ans? Il a 3 ans. 3 ans, c'est jeune encore. Il est jeune encore, mais il a fallu vraiment lui bien le cadrer. Tu as fait des stages en communication intuitive non verbale? Ouais. Bah, je me suis intéressé parce que comme j'avais communiqué avec cette femme qui était dans le Vermont, aux États-Unis, pour Electra quelques mois avant sa mort, et Electra, via cette femme, m'a dit des choses que seul moi je pouvais savoir, enfin que seul Electra et moi avions vécu.
Mais vraiment, quoi, des détails, des anecdotes, des situations où je n'avais pas compris pourquoi ma chienne s'était comportée de cette manière-là. Et quand elle m'explique, et Electra, via elle, me dit, bah, ce jour-là, j'ai fait ça parce que tu n'étais pas bien, il fallait que je te fasse une diversion par rapport à la situation, etc. Je n'en revenais pas, parce qu'elle a dit des choses extrêmement précises. Et elle ne savait rien de ma vie. Elle ne savait pas que j'étais réalisateur, écrivain, elle ne savait rien du tout. Et donc ça, je me suis dit, tiens, bah voilà, Electra m'a guidé dans cette direction. Et donc j'ai décidé de faire 2 stages avec 2 femmes, 2 communicatrices. Une, c'est Corinne Dupérat, qui est en Normandie, et Laurence Dugas, Fermont, avec qui je suis parti en Aveyron pour faire un premier stage en équithérapie, parce que ça m'intriguait beaucoup, et après donc cette expérience étonnante dans une réserve de cerfs. Donc cette communication animale, tu te poses la question de savoir comment, parce qu'en plus ça ne se fait pas en présentiel, donc c'est par Internet, c'est par Zoom, je crois. Ouais, non, elle a vu la photo, et puis le moment où on a fait donc la séance, elle s'était penchée sur Electra. Voilà, maintenant, c'est étonnant ce que... Alors, je l'ai fait avec Cody aussi, par photo aussi, avec Cody, il n'est peut-être pas aussi... Ils sont tous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un système, on peut appeler ça pour simplifier, de télépathie qui se passe. Par exemple, Corinne Dupérat travaille avec une réserve de chimpanzés en Guyane. Et elle arrive à entrer en connexion avec des chimpanzés et à comprendre certaines de leurs attitudes, de leurs comportements, et ça aide les vétérinaires à les soigner. Les mecs, ils n'en reviennent pas, donc ils font appel à elle. Donc de plus en plus maintenant de refuges et de sanctuaires font appel à des communicateurs avec les animaux, parce que les animaux vraiment leur donnent des messages qui s'avèrent être justes. Et donc si tu veux, il y a un Anglais dont maintenant beaucoup de personnes ont parlé, qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui appelle ça des champs morphiques. Et ça, en fait, c'est comme une espèce, comment on pourrait simplifier, de résonance avec des informations. On en parle aujourd'hui beaucoup dans la médecine quantique. Oui, c'est un peu les annales akashiques. Voilà. C'est pas les annales akashiques, parce que c'est dans cette direction-là, on va dire, mais c'est plus voilà, comme des mémoires cellulaires, si tu veux. Et en fait, on a cette espèce, on est tous des antennes. Les animaux le sont. Et quand on est en état méditatif ou en état, tu fais une sieste, donc tu tombes dans des ondes alpha. Les animaux sont dans les ondes alpha tout le temps. Et c'est comme un champ d'information avec lequel on peut donc avoir une communication avec l'être avec lequel tu te mets en résonance morphique. C'est passionnant. Là, j'ai mis un pavé sur ses découvertes. Et c'est quelque chose, c'est un scientifique, hein, c'est pas un chaman, c'est pas quelqu'un, on pourra dire ah oui mais il vient donc, c'est pas vraiment, c'est très intéressant et c'est quelque chose que certains prix Nobel, que Jung, Jung appelait ça l'inconscient collectif, ont déjà, il y en a un autre, un prix Nobel de physique qui s'appelait Paoli, ils ont tous un peu approché, Einstein l'avait approché aussi, et donc aujourd'hui ils commencent à comprendre pourquoi et comment il peut y avoir cette communication entre 2 êtres, humain ou animal ou humain-humain ou animal-animal, à des grandes distances. Pourquoi les chiens, les chats retrouvent les chemins? C'est comme un élastique que tu tends, c'est-à-dire que tu crées cette résonance en toi, le chien a cette résonance, c'est comme 2 radios qui se mettent sur la même fréquence. Et le chien est séparé à des centaines de kilomètres, mais grâce à cette fréquence, il est branché sur ta fréquence, et il va suivre cette fréquence. Et Rupert Sheldrake avait fait des expériences avec des chiens qui, justement, on avait mis une caméra dans une maison, où il y avait un chien avec sa propriétaire, et quand la femme quitte la maison, le chien va se mettre sur son pouf. Elle se balade dans la ville de Londres et à un moment elle décide de revenir. Le moment où elle décide de revenir, elle se tourne dans la rue, l'autre caméra qui est dans la maison, le chien descend de son canapé et se met devant la porte. Oui. Et c'est des choses que moi j'ai vécues avec Electra, par exemple. Un jour je raconte l'histoire où je suis parti à l'étranger, j'ai laissé chez un gardien, et le moment où j'ai atterri, je l'ai appelé, il m'a dit, mais vous avez atterri à quelle heure? Je lui ai dit, vers 7h30, 8h30, elle a gratté à la porte et elle s'est postée devant le portail de la maison. Elle vous attend. Et alors que ça faisait 1 mois que j'étais parti. Donc il y a ce lien. Et il avait fait beaucoup d'interviews de gens qui et pendant la guerre, justement, des chiens ou des chiennes qui étaient, tout d'un coup, savaient quand leur maître allait revenir alors qu'ils étaient partis à la guerre. Et moi, j'ai cette expérience incroyable, triste mais incroyable, de cet ami qui vit à l'île Maurice, qui vient se faire soigner d'un cancer à Paris, qui avait ce lien incroyable avec un Jack Russell. Il meurt et son chien, le Jack Russell, à l'île Maurice, s'est laissé mourir. Oui, il y a l'histoire d'Ulysse aussi. Oui, c'est drôle ça aussi. Ouais. Avec comment il s'appelait son chien, je ne sais plus. Merde, je ne sais plus, j'ai un trou là.
Donc quand Ulysse revient, il y a son chien qui l'attend et qui meurt quand il arrive, qui l'attend pour mourir. Mais Electra, quand elle est en train de mourir, que moi je suis à Barcelone, en train de finir mon film, je sais maintenant qu'elle a tenu. Moi je lui parlais télépathiquement, je lui dis tu tiens, tu tiens, tu tiens. J'ai sauté dans un avion, je suis arrivé, elle a tenu, puis quand j'ai été là, elle est partie. Alors dans la communication animale, tu fais un stage donc et à un moment elle te dit de visualiser le lien où nous lui donnerons rendez-vous à l'animal. Oui, en fait, c'est donc quand tu rentres dans cet état, bon, pour moi je fais de la méditation, ça m'a aidé, c'est qu'à un moment il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie comme ça, de visualiser, comme on sait par exemple, tu dis tiens, j'ai pas entendu parler de telle personne, elle va m'appeler, et boum, la personne appelle. Et ben tu peux visualiser des situations qui vont arriver. Je veux dire, moi j'en suis convaincu. Et donc il y a cet exercice effectivement où tu rentres en connexion avec l'animal et tu lui donnes rendez-vous dans un lieu neutre. Donc ça, tu dis c'est mon imagination, mais tu le fais. Moi je me dis, il faut plonger dans les exercices, il faut être curieux, il ne faut pas, comme des gens qui disent ah non c'est pas possible, c'est nul ton truc. Soyez curieux, tentez le coup. Donc je me mets en en onde alpha et je rentre en communication avec ce chat. Je lui donne rendez-vous dans un lieu qui a l'air plutôt sympathique. Et là-dessus, je sais pas, j'ai cette espèce de vision où le chat, c'est comme si j'étais une espèce de petit elfe accroché sur son dos et qu'on est au rez-de-chaussée de la maison de Corinne. Et il m'emmène dans les étages et il m'emmène dans une chambre. Et tout ça, je le visualise. Et je vois un lit avec une espèce de couverture, un espèce de patchwork américain. Il saute sur une espèce de grosse commode noire. Je garde ce lien quelques minutes et après je le perds. Et après, donc, Corinne nous demande à tous les participants de dire, alors moi, il y en a qui disent, bon, j'ai rien vu, l'autre qui raconte autre chose. Moi, je dis, ben voilà, écoute, ton chat m'a emmené à une espèce de visite virtuelle de ton appartement, c'est un peu n'importe nawak. Et elle me dit, monte à l'étage. Et donc, je suis monté à l'étage, dans la maison où j'avais jamais été. Et effectivement, il y avait sa chambre avec un dessus de lit en patchwork, une commode noire. Voilà, donc j'ai refait d'autres exercices à d'autres moments. Il y a des moments où j'ai réussi à avoir certains messages. Par moments, ça n'a pas du tout marché. Puis j'ai été flemmard, donc je n'ai pas trop continué. Mais j'en suis convaincu aujourd'hui que, tu vois, à force c'est comme la méditation, comme pour beaucoup de choses, à force de faire l'exercice, c'est possible. Et puis il y a des tas de témoignages de communicateurs animaux, dont cette femme... qui l'a fait avec cette panthère qui est très connue, une panthère noire qui était dans une réserve, qui était très agressive. Et elle a réussi à rentrer en communication avec elle, à lui parler, et ils ont changé son nom, parce qu'elle s'appelait Diabolo, et il fallait changer le nom et d'autres choses, et la panthère est devenue super cool. Et donc je sais que certains éleveurs, certains le disent, certains ne le disent pas, font, et y croient, et le font avec des animaux, et ça a changé les comportements. Il y a, par exemple, je te raconte une histoire juste pour faire, que me racontait Corinne Dupéra, et je la crois. C'était dans un petit documentaire d'ailleurs qui a été fait. Et elle va voir le propriétaire d'un cheval, et qui a un problème avec son cheval, parce que son cheval ne veut plus avancer. Alors elle parle au cheval, etc. Je te la fais courte. Et en fait, le cheval lui dit, écoute, lui dans sa vie aujourd'hui, il est coincé, il ne veut plus avancer. Tant qu'il n'avancera pas, j'avancerai pas. Et en fait, elle découvre, en demandant au propriétaire du cheval, qu'il est divorcé, qu'il a perdu son job, que sa vie est stagnée totale. Et c'est ça. Et une autre fois, c'était juste pour une femme qui faisait des compétitions à très haut niveau avec son cheval, qui ne voulait plus avancer aussi, parce qu'elle communique avec le cheval, et le cheval lui dit oui, mais elle a changé son assise. Et ça me fait mal, et je refuse les obstacles depuis. Et la femme, la cavalière, elle a dit mais absolument. Donc, on a les preuves, mais bon, on est encore dans un monde qui a du mal à ouvrir cette porte-là. Alors là, c'était plutôt sur le lieu, parce que ça m'a rappelé une histoire à un moment où je cherchais un appartement ou une maison, et j'en visitais pas mal, et à un moment j'ai eu en rêve, avant de m'endormir, un papier peint. Et quelques jours après, en visitant une maison, je savais que j'étais chez moi parce que le papier peint était là, comme si le lieu été venu vers moi. Donc, oui, j'allais dire, on peut appeler ça des messages subliminaux, mais il y a toujours des significations derrière. Voilà, dans le cas où on donne rendez-vous à un lieu à l'animal, c'est pour le mettre en confiance. Pour que l'animal ne soit pas surpris que tout d'un coup tu rentres dans sa résonance à lui. Tu vas dire waouh, qu'est-ce que c'est? Tu dis salut, je m'appelle Stéphane. Alors c'est vrai que quand je raconte ça à des gens, ils sont pétés de rire, mais moi j'y crois vraiment. Et c'est ça qui est bon. Il y a encore beaucoup de sceptiques, c'est pas très grave. L'important c'est que moi ce que je trouve qui est important, c'est qu'on puisse de plus en plus, comme le fait Corinne Dupéra avec cette réserve de chimpanzés en Guyane,
de plus en plus utiliser ces techniques pour éviter d'aller torturer les animaux. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'aller, ils sont allés étudier les cerveaux des dauphins, ils en ont tué des milliers, alors qu'il y a cette technique qui nous permet de rentrer en résonance avec eux, d'apprendre des choses. C'est toujours pareil. Alors aujourd'hui, justement, là, j'ai pris un café hier avec un type formidable qui s'appelle Romain Brassot, qui est donc avec d'autres qui ont créé une association qui s'appelle Intuiteurs sans frontières. Ah oui, justement, on va en parler en troisième partie de l'émission. Et donc ça, c'est voilà, c'est pour ce qu'il faut. Mais c'est quoi cette Intuiteurs sans frontières? Donc c'est plusieurs personnes qui se sont qui se sont trouvés un point commun, c'est l'amour de la relation avec l'animal et le végétal, et ils ont créé donc cette association Intuiteurs sans frontières qui réunit des personnes qui aussi bien ont travaillé avec des dauphins, qui ont travaillé avec des chevaux, qui sont des communicateurs, mais qui sont aussi, il y a des biologistes, il y a des philosophes, il y a beaucoup de gens. Et en fait, ils les ont réunis, c'était en 2018, je crois, ils ont organisé une grande conférence à la Maison de la Radio, où toutes ces personnalités ont pu venir et partager leur savoir, leurs expériences sur ce thème-là. Et moi, je suis tombé sur leur livre, qui s'appelle Dialogue avec l'animal, qui est au Souffle d'Or. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ils parlent de tout. Et en plus, c'est intéressant parce qu'ils parlent d'une manière absolument aussi, j'allais dire, scientifique, médicale, spirituelle. Un peu tous les thèmes sont abordés avec à peu près tous les animaux, et le végétal aussi. Et donc ça m'a passionné, ça m'a ouvert une porte. Et donc je les ai contactés, on s'est rencontrés, parce que j'avais un projet de film sur la communication animale. C'est compliqué à faire. Donc on va voir, on va attendre un peu. Et donc j'ai appris beaucoup de choses à leur contact et en échangeant avec eux. Alors, comme le souligne l'association Intuiteurs sans frontières à laquelle collaborent Corinne Dupérat et Laurence, Ouais. Être indifférent à la souffrance animale dans l'enfance prépare à être indifférent à la souffrance dans sa vie d'adulte. Ouais. L'animal ne sert pas qu'à bercer l'enfant, il structure son aptitude à éprouver de la compassion envers l'autre et le prépare à vivre en société. D'où l'importance d'avoir des animaux quand on est enfant. Ah mais moi j'ai toujours eu envie d'avoir des animaux à la maison. T'en as pas eu? Non, on n'en a pas eu. Moi je suis convaincu quand je vois les enfants, bon la spontanéité de l'enfant et la connexion à l'animal, que ça structure le lien émotionnel que va avoir l'enfant dans sa vie. C'est-à-dire que ça le rassure, ça lui permet, c'est un éveil. L'animal est un outil d'éveil extraordinaire avec les enfants. Moi, je le vois. Tu sais, on utilise les animaux aujourd'hui, quand je dis utiliser, c'est dans le bon sens du terme, en médiation animale. On l'utilise avec les enfants autistes. Moi, je l'ai vu, c'est bluffant. On l'utilise. Je devais aller rencontrer une femme, justement, par le biais d'Intuiteurs sans frontières, Patricia Arnoux, qui fait la médiation animale en prison, à la maison d'arrêt de Strasbourg. Je n'ai pas pu y aller parce qu'il y avait le Covid. C'est incroyable. Et comment elle peut faire de... Elle amène des chiens, des chats en prison. Ouais. Et elle organise justement des sessions de médiation animale des prisonniers qui doivent... C'est leur chien, c'est leur chat, c'est leur perroquet, ils doivent s'en occuper. Et le fait... Elle les laisse en prison. Ouais. Mais bon, après, ils s'en occupent, après, elle ressort avec les animaux, de temps en temps, elle revient, de temps en temps, elle les Oui, laisse. c'est ça, elle les laisse pas sur place. De temps en temps, elle les laisse sur place. Et ils ont leur... Il y en a un, c'est une souris. Il a sa souris, donc il a eu le droit, l'autre c'est un hamster. Et donc ils ont tous, et comme j'en ai fait l'expérience quand je suis allé filmer dans les prisons avec le yoga, la violence est tombée, le lien humain, donc l'animal nous redonne notre humanité quelque part, la meilleure part de notre humanité. Il nous révèle notre meilleure part de notre humanité. C'est ça qui est extraordinaire chez l'animal. Et donc quand tu le vois, avec des enfants autistes, quand tu le vois dans les prisons, quand tu te dis, mais c'est pas possible qu'on continue à traiter... Moi, je suis pas le seul, mais j'ai envie de vomir quand je vois les gens tous les abandons, les maltraitances. Tu vois, les maltraitances encore. Toutes ces pétitions à signer sur des choses complètement horribles. Mais c'est des trucs de malade. Les gens se foutent. Et tu vois, c'est pour ça qu'on en revient à la phrase de Yourcenar, ou à la phrase, je crois que c'était Gandhi qui disait on peut juger un pays à la manière dont il traite ses animaux. Mais c'est clair, quoi. Quand je vois les abandons en France, qu'on est encore là à voir la chasse à court, les trucs comme ça, tu te dis, mais les taureaux, enfin tu te dis, on en est encore là, quoi, c'est pas possible. Le combat de coq, je sais pas si on en a encore en France. Ouais, non mais c'est pas possible. Et moi je vois des gens, mais ils ont aucune... C'est effrayant, notre humanité est encore, je veux dire, on n'est encore pas très 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 évolué. C'est Stephen Hawking qui disait qu'on était encore à l'état de primate. Il n'a pas tort, je trouve.
Parce que franchement, quand on voit comment on traite les animaux, je me dis, c'est pas possible. C'est des êtres qui nous ont, entre guillemets, ils font la même chose pendant les guerres avec des enfants, etc. Mais des êtres qui nous ont absolument rien fait et on les traite. Quand tu vois ce qu'ils font en Chine, on des trucs de festivals de torture. Quand tu vois tous les chevaux qui ont été bouffés après la guerre. Ben, tu vois, justement, j'en parle à la fin, justement, quand je vois les chevaux, donc ce sont des mérins qui ont été de la chair à canon pendant la Deuxième Guerre. Et ceux qui en sont sortis, ils ont été de la chair à boucherie. Ouais, après de la boucherie. Et ceux qui les sauvent. Remerciement. Et ceux qui les sauvent, en fait, c'est des hippies, parce qu'ils les ont pris comme des chevaux des chevaux de trait pour l'agriculture. On va terminer avec les cerfs. Les cerfs. Dont les bois les relient à l'énergie du cosmos. Ouais. C'est étonnant parce que ma première rencontre avec un cerf, c'est avant, quand je suis donc dans la refuge de Gérard Bertrand, la Dame Blanche, et qu'il a sauvé un cerf, justement, qu'il a dû amputer parce que les chiens avaient bouffé la patte arrière gauche chez un de chasse à courre. Et j'ai vu le contact et le lien qu'il avait avec ce cerf, c'était très impressionnant. Et quand tu te mets en relation et en contact physique avec un cerf, je peux dire que tu sens la puissance de l'animal. Et c'est un animal qui a toujours eu dans les légendes, le cerf. Saint-Hubert. Ouais, Saint-Hubert. Et tout ça. Et donc, quand tu te mets en connexion avec un cerf, et que Florence, justement, Dugas nous fait faire cet exercice, on se bande les yeux, on descend, et on est dans cette réserve de plusieurs hectares, où il y a des centaines de cerfs, et tout d'un coup, tu es là, au milieu des cerfs et des biches, et tu entends les sabots, et là, tu te dis, putain, ouais, quand j'enlève le regard, et que je me ressente sur mes sens, l'expérience, elle est étonnante. Et là, tu te mets au niveau de l'animal, c'est-à-dire que, et c'est ce que me disait l'homme qui dirige la réserve, c'est souvent les enfants autistes, les cerfs s'en approchent d'une manière directement. Les hommes, ils n'osent pas. Mais par contre, quand tu mets le bandeau, et donc tu n'es plus, ton corps, tu n'exprimes plus la peur, ou tu n'exprimes plus... Tu vois plus. Tu es juste dans le ressenti pur, l'animal s'approche. Et pourtant, moi j'ai vu une biche une fois traverser devant moi et ne pas me quitter des yeux alors que j'étais en voiture, que je ne pouvais pas freiner parce qu'il y avait une voiture derrière. Le regard d'une biche, je veux dire, c'est inoubliable. C'est inoubliable. Et j'avais surtout peur de la taper et ça a été comme un balai. Finalement, elle est passée. Donc si tu veux, Est-ce qu'ils ont le même regard, le cerf, que la biche? Ça, je ne pourrais pas te dire. Il n'y avait pas des biches là-bas? Si, il y avait des biches aussi. Mais moi, j'étais, si tu veux, à ce moment-là, il se trouve que j'avais un cerf devant moi et quand je mets le bandeau noir sur mes yeux, je suis resté fixé sur ce cerf-là. Et j'ai eu cette sensation très puissante qui connectait avec la glande pinéale. Oui, mais il y a une communication, c'est fou. Et donc là, je me suis dit, c'est un truc de dingue que j'ai rêvé, etc. Et donc après, je demandais aux autres participants, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Ils m'ont dit pareil, on a senti que le cerf avait cette relation avec la glande pinéale, qui est la source de notre lien avec le cosmos, comme on les cerfs, à mon avis, et qui est souvent, je en parle dans le livre, représenté comme ça la forme d'une pomme de pin. On le trouve au Vatican, il y a une place à Rome, où c'est une énorme. Il y en a même devant Notre-Dame. Notre-Dame, je ne savais pas, tu vois. Donc c'est un symbole très puissant de notre lien au plus haut, on va dire. Et les animaux, donc quand je rentre en connexion avec ce cerf, et que je sens qu'il y a cette truc, je me dis c'est dingue. Et donc ça, c'était en soi ma dernière expérience. Parce qu'après, on s'est pris un confinement dans la gueule, donc j'ai pas pu. Ouais, mais ça, avec les biches, parce que moi, franchement, c'était ça. Elle était en face et on s'est pas quitté du regard. Et en même temps, on savait toutes les deux qu'elle, il fallait pas qu'elle ralentisse, que moi, il fallait pas que je ralentisse, que j'ai pas peur. Et franchement, c'était une communication là. Elle était là. Elle est là. Et j'ai fait ouf quand elle est passée. Et c'est quand ça te transperce comme ça, voilà, maintenant, ce qui est dommage, c'est encore une fois, c'est de la maltraitance, tu vois. Moi, j'étais dans la forêt de Fontainebleau en dressage avec Cody. Et la nuit, il faut éviter de passer, il y a des sacs partout. Voilà. Il nous dit que c'est fini, voilà. là. Il dit c'est fini. Bon, le chien nous a dit que l'émission était terminée, il est parti se promener. Merci beaucoup Stéphane Askel. Quelque chose à rajouter? Ce que je pourrais juste rajouter, c'est, soyez curieux, soyez ouverts, écoutez les animaux, écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Et il y a des gens formidables qui ont la capacité de le faire. Et il y a, comme partout, il y a des bidons et puis il y en a des super. Donc suivez, voilà. Ça s'appelle Dans les yeux d'Electra, au courrier du livre, Stéphane Askel. Merci beaucoup. Merci Joël.